Nous recevons avec nous Madame Aïcha Kallo. C'est une personnalité qui évolue dans le milieu médical. Elle est aussi membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Elle est la représentante à Londres et en Australie. Bonsoir, Madame Kallo. Comment allez-vous? Bonsoir, Madame Lise. Je vais très bien. Je vais vous demander de vous présenter un petit peu plus en détail. Madame Aïcha Kallo, vous êtes en direct de Londres. Je m'appelle Aïcha Kallo, je suis d'origine guinéenne. Je vis à Londres depuis à peu près 14 ans. J'évolue dans le domaine de la santé sexuelle, mais aussi j'ai d'autres casquettes. Je travaille dans les ONG et je suis entrepreneuse aussi. J'anime aussi des débats autour de l'émancipation de la femme sur notre page Facebook Braves Femmes de Guinée. Je suis aussi en freelance, je suis consultante en santé publique. Je travaille dans quelques pays africains comme la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Burkina. Ça, pour l'instant, c'est tout moi. À Londres aussi, je travaille dans une ONG de santé sexuelle. J'ai deux casquettes. Je suis coordinatrice des travailleurs sociaux et je suis ce qu'on appelle ici Women Engagement. C'est un peu l'équivalent en français d'une personne qui émancipe les autres, des organisations de lutte pour les droits de la femme, surtout les droits de reproduction. Très bien, merci beaucoup. Vous êtes aussi un membre du mouvement mondial des femmes leaders panafricaines. Vous êtes la représentante à Londres et en Australie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Le mouvement des femmes panafricaines, c'est aussi un mouvement qui regroupe toutes les femmes des 5 coins du monde afin qu'elles viennent ensemble pour penser à la situation, pour réfléchir, mettre leurs compétences en synergie afin d'aider les femmes à mieux connaître leurs droits, à mieux évoluer dans leur secteur d'activité, mais aussi à être la voix des sans-voix, parce qu'on a des millions de femmes qui n'ont pas cette opportunité que j'ai aujourd'hui de parler de leurs conditions. Donc, c'est un peu ce qu'on fait, mais pour l'instant, on est sur la phase de réflexion. On se rencontre de temps en temps pour parler des projets du mouvement et on encourage les unes des autres avec différents projets. Madame Kallo, dites-nous pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le secteur de la santé sexuelle? Bon, je dirais plutôt ce n'était pas un choix, c'est le fruit du hasard. Quand j'ai fini ma maîtrise en gestion financière au Maroc, je suis venue à Londres pour apprendre la langue comme je crois, toute personne qui veut évoluer à l'international. Quand je suis arrivée à Londres, j'ai décidé de faire un stage et les organisations qui m'ont répondu, c'était des organisations qui opéraient dans le domaine de la santé reproductive. J'ai commencé mon stage là-bas dans une des organisations, Positive East, comme assistante financière. Mais ils avaient un groupe de personnes infectées par le VIH. Il y avait cette opportunité de pouvoir traduire des documents pour ces personnes et aussi quand il y avait des formateurs, j'étais souvent choisie de passer le message en français. C'est là la passion au fait est née. Donc, j'ai décidé parce que j'ai trouvé ça tellement simple, j'ai décidé au fait d'aller faire des cours, de mieux comprendre le domaine. Donc, j'ai fait ce qui est peut-être l'équivalent d'un BTS dans des études de santé reproductive
surtout le VIH. Après cela, je me suis dit, mais bon, le VIH, c'est pas seulement cela, la santé publique. Donc, je suis partie faire un master en santé publique. Donc, je suis vraiment rentrée dans le monde de la santé reproductive par hasard, juste parce que je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit, au fait. Donc, j'ai dû poursuivre ça parce que j'ai trouvé qu'il y avait besoin de prendre ces informations aussi en Guinée. Parce que depuis mon arrivée à Londres, j'ai jamais voulu vivre en Angleterre. J'ai toujours voulu aller en Guinée parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont besoin de mon expertise en Guinée qu'à Londres, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Je suis tombée dessus. Je suis tombée au bon endroit et j'ai eu des bonnes personnes qui m'ont dirigée dans le secteur. Et maintenant, j'y travaille. Ça fait à peu près 13 ans. Donc, j'y 13 m'y ans. plais. Ah ben, le hasard fait bien les choses. En plus, vous vous êtes donné les moyens justement tout simplement de vous former. Oui. C'est très important. Madame Callot, vous êtes originaire de la Guinée-Conakry, c'est bien ça, hein? Oui. D'accord. La santé sexuelle se limite-t-elle uniquement au traitement des maladies sexuellement transmissibles? Non, la santé sexuelle est un peu plus complexe que cela. La santé sexuelle, on fait beaucoup plus de prévention parce que comme tout bon médecin ou toute personne qui travaille dans le domaine de la santé ne voudra pas avoir des malades sur le dos. Donc, ce qu'on fait, on fait beaucoup de prévention. On fait aussi les diagnostics des maladies et puis aussi on fait les traitements. Et par-dessus tout, on travaille aussi dans l'infertilité, au fait. Parce que la plupart des maladies sexuellement transmissibles, quand ce n'est pas traité à temps, vont affecter notre santé reproductive. Donc, ce qu'on fait, on essaie aussi d'aider ces personnes, malheureusement, qui se sont retrouvées dans disons, dans ces problèmes d'infertilité. On les aide en les offrant d'autres options afin qu'elles puissent peut-être, si ce sont des femmes, avoir la joie d'être mère. Mais aussi, on fait beaucoup de counseling parce que la plupart, quand on pense à la santé sexuelle, on a aussi des personnes qui ont des problèmes pour s'assigner une sexualité, une orientation sexuelle. Donc, on fait beaucoup de counseling. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit dès le début aussi, j'ai fait des formations en counseling, en santé mentale aussi. C'est un tout, au fait, la santé reproductive. Ce n'est pas seulement donner des médicaments ou traiter, c'est aller au-delà de là, c'est faire de la prévention, c'est diagnostiquer, c'est traiter, mais aussi se rassurer que ceux qui sont déjà dans des situations complexes, qu'on puisse les accompagner à accepter soit leur situation ou à trouver d'autres options. Quelles sont les maladies sexuelles qui menacent le plus nos populations? Bon, la question, j'aimerais bien, ma première réponse sera directement le VIH. Mais Le au-delà du VIH, VIH, oui. voilà, au-delà du VIH, on a aussi les maladies, les infections silencieuses qu'on ne fait pas très attention, comme chlamydia, gonorrhea, syphilis, qui touchent notre communauté. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'on n'a pas C'est parce connu. que c'est tabou, c'est très tabou. Non, c'est parce que ça ne fait pas autant de ravages que le VIH. Par exemple, si je vous donne les statistiques de 2019 concernant le VIH, on a quand même 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Dans Et le monde. juste en 2019, on a eu 690 000 personnes qui sont décédées suite aux maladies liées au sida. Et on a aussi juste en l'année 2019, on a plus d'1 million de personnes qui ont été infectées par le VIH. Donc, c'est un peu énorme, tout en sachant que ça fait plus de 35 ans que le VIH est parmi nous et qu'il y a eu beaucoup de fonds qui ont été assignés pour
éradier le VIH, mais on n'arrive toujours pas à trouver les formules pour les mêmes formules pour tous les pays parce qu'il y a souvent des problèmes culturels. Par exemple, quand je prends le cas de la Guinée, parler de la sexualité, déjà, c'est un peu tabou. Oui. Parler du port de condom, comment on donne l'information, la connaissance à une femme pour qu'elle puisse négocier le port du condom avec son partenaire. Quand on regarde aussi les zones minières, on voit plus de prostituées. C'est un peu plus complexe que par exemple en Occident où tout a l'air un peu bien ficelé par le gouvernement. Chez nous, c'est un peu plus complexe, il faut savoir utiliser les mots, il faut aussi voir comment on aborde la question de la sexualité et en plus, les femmes n'ont pas assez de pouvoir ou assez de voix, je dirais plutôt assez de voix pour dire à leur mari, c'est comme ça que je veux et même s'il y a des familles polygames aussi, comment tu contrôles qui envoie quoi? Donc, c'est un peu plus complexe, c'est pour cela que les gens ont tendance à croire que le VIH bien évidemment, c'est une réalité, est l'infection la plus connue parce que ça tue plus de personnes et encore, on a des millions de personnes qui en meurent ou qui sont infectées chaque année. Mais il y a d'autres maladies qu'on essaye d'ignorer, mais qui sont vraiment présentes dans notre communauté. Et comment s'en prémunir, justement, Madame Callot? Bon, pour ne pas stigmatiser, parce que quand on parle de maladies sexuellement transmissibles, je vais me concentrer sur le cas du VIH, bien que les autres infections aussi ont des démarches un peu similaires. Pour ne pas stigmatiser les gens qui vivent avec le VIH, j'aimerais aussi rappeler à nos auditeurs que le VIH n'est pas seulement passé par la voie sexuelle. Une mère, il y a la voie verticale. Donc, c'est la transmission de mère à enfant. Donc, une femme enceinte peut ne pas savoir qu'elle a le VIH. Ce n'est pas dans tous les pays qu'on a un système qui font des dépistages systématiques des femmes enceintes. Donc, on a aussi les risques des femmes enceintes de passer la maladie aux enfants. Il y a aussi, dans certains pays, on n'a pas, dans tous les endroits, on n'a pas un système de contrôle de sang. On a des donneurs de sang, mais on ne contrôle pas leur sang. Donc, il y a le risque d'avoir le VIH aussi à travers la transfusion sanguine. Et puis aussi, il y a aussi les drogués qui s'injectent la drogue. Aussi, il y a les échanges des seringues aussi qui causent le VIH. Donc, pour se prévenir de ce virus, sur le plan sexuel, on va utiliser les préservatifs. C'est le moyen le moins cher et puis le plus connu. C'est à 99,99% sécurisé ou fiable quand c'est utilisé convenablement. Ça aussi, il faut le rappeler. Maintenant, on a aussi d'autres méthodes de se prévenir. Je dirais aux États ou les membres du gouvernement qui vont peut-être nous écouter, il faut se rassurer que tous les donneurs de sang leur sang ont été contrôlés avant de faire des transfusions aux autres personnes qui ne sont pas forcément infectées. Il y a aussi pour réduire la transmission de mère à enfant, il faut se rassurer que toutes les femmes qui vont dans les centres de santé sont dépistées. On a aussi des comprimés qui ne sont peut-être pas disponibles dans nos pays, qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Donc, ce sont des comprimés qui sont utilisés pour des gens qui vivent déjà avec le VIH. Quand je dis pré-exposition, ça veut juste dire avant d'avoir été en contact avec le virus. Donc, tu vas prendre ces médicaments. Il y a des gens qui me disent complètement, Aïcha, je ne peux pas utiliser de préservatif. Donc, ici à Londres, on a l'opportunité de les donner ces médicaments qu'ils prennent tous les jours.
Donc, ce sont des gens qui refusent d'utiliser des préservatifs, mais qui ont de multiples partenaires. Donc, ils peuvent prendre ces médicaments pour prévenir la maladie. Il y a aussi des cas d'accident. Donc, là-bas, on parle de post. Donc, déjà, quand la personne a été exposée à l'infection, je prends l'exemple, par exemple, d'un médecin qui soigne quelqu'un par accident, le seringue rentre dans sa main, donc il est tout paniqué. Il n'y a pas de panique, on te donne ce médicament afin que tu sois rassuré que tout va bien. Ou aussi, on peut prendre le cas de quelqu'un qui a eu des rapports sexuels avec une personne et puis le préservatif s'est cassé. Donc, tu ne sais pas si la personne est infectée. Donc, tu peux toujours aller à l'hôpital. On va te donner un traitement d'1 mois qui te permet de ne pas avoir le VIH. Plus précisément, quelle est votre population ciblée? Nous, je vais dire la population est ciblée, c'est toute personne qui a des rapports sexuels. Donc, si tu as des rapports sexuels non protégés, que tu aies 70 ans, que tu as 10 ans, tu as un risque d'avoir des infections sexuelles. Donc, il n'y a pas... Ça ne concerne pas seulement que les jeunes, voilà. Non, justement, c'est l'erreur qu'on a commise à Londres. On s'est focalisé tellement sur les jeunes et les jeunes adultes qu'on a oublié les personnes qui ont plus de 60 ans. Maintenant, on remarque qu'il y a de plus en plus de divorces. Et ces personnes qui ont plus de 60 ans ont aussi des rapports avec des personnes les moins âgées. Donc, ce qui fait que le risque, maintenant, le taux dans cette population qu'on avait ignoré pendant des années est maintenant très élevé. Donc, tant qu'une personne est sexuellement active, tu es notre population, tu fais partie de notre population cible. Ben justement, c'est pour cela que je vous ai posé la question, parce qu'on a tendance des fois à croire que ça concerne que les jeunes ou les jeunes adultes et on oublie les personnes dites, les personnes un peu plus mûres. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Tout à fait, surtout que dans nos pays aussi, on a les vieux qui sortent avec les enfants. Donc, imaginez que nous, on a un problème de mariage précoce. On a des problèmes de polygamie dans notre société. Donc, on ne peut pas juste dire parce qu'on a maintenant des problèmes de viol. On a des enfants malheureusement de 3 à 6 mois qu'on a vus sur les réseaux sociaux qui ont été violés par des adultes. Maintenant, la prévention, on doit vraiment l'élargir. On doit parler de cela parce que je ne sais pas combien de personnes cet adulte a violé et je ne sais pas s'il a des infections. Donc, imaginez une petite fille de 10 ans qui a été violée, malheureusement par un pervers qui a eu des rapports sexuels avec plein d'autres personnes. N'oublions pas aussi qu'il y a des prostituées dans les rues. Et les jeunes sont de plus en plus actifs. Ça, c'est la réalité. Nos parents ne veulent pas l'admettre. Surtout les jeunes de moins de 15 ans maintenant sont très actifs sexuellement et les parents ne veulent pas l'admettre. Donc, moi, par exemple, on est en train de faire un projet pour aller faire de la sensibilisation dans les écoles primaires et collèges. C'est une chose qui ne s'est jamais faite en Guinée, mais je veux pousser dessus parce qu'il y a plein d'enfants qui sont violés. Il faut qu'ils sachent c'est quoi un peu la sexualité, c'est quoi le consentement, c'est quoi un peu quand un adulte te touche, à qui il faut aller en parler sans peur. Donc, il faut maintenant avoir un peu d'ouverture d'esprit parce qu'on a les réseaux sociaux. Les enfants sont de plus en plus exposés. Donc, ce n'est pas une question il a plus de 50 ans, il n'est pas... Non, ça sont des préjugés. Même des gens qui ont plus de 70 ans sont des fois sexuellement actifs. Donc, si tu es sexuellement active, tu fais partie de notre cible. Mais il faut savoir que nos campagnes de sensibilisation doivent aussi cibler les populations et les messages clés doivent être différents d'une population à une autre. Donc, en tout cas, c'est bien de le dire.
En tout cas, c'est bien de le préciser, c'est bien de le dire. En tout cas, je vous en félicite. Actuellement, nous sommes en plein dans la lutte contre le COVID-19, le coronavirus. Quel impact sur les maladies sexuelles et particulièrement le VIH? Bon, sur les maladies sexuelles, l'OMS avait lancé l'alerte rouge parce qu'il y avait peur pour les stocks, rupture de stock des médicaments. Et j'en suis sûre, dans certains pays où ils n'ont pas bien réfléchi dessus, peut-être qu'il y a eu rupture de stock. Donc, on va en fin de pandémie ou en fin d'année, on va savoir combien de personnes ont eu d'autres maladies, parce que le problème avec le VIH, surtout quand le système immunitaire est faible, ça crée d'autres maladies opportunistes. Donc, on va pouvoir faire des études pour voir l'impact au fait de COVID ou l'impact de rupture de stock dans des zones rurales, comment ça a impacté sur les personnes qui vivent dans ces pays. Parce que certains pays, comme en Angleterre, c'était très facile. Tu as un stock de 6 mois, donc tu as le temps, au fait, pour les compagnies pharmaceutiques de s'organiser afin que tu aies encore des stocks. Mais des pays comme la Guinée, on vous donne des stocks d'un mois, au fait. Eux, on avait fermé, il y a un moment, on a fermé, qu'on a crié, personne ne pouvait passer pour voyager. Après, ils ont un peu atténué les choses, mais pendant 2 mois, 3 mois, c'était difficile de sortir de Conakry. Donc, sans des études profondes, on ne pourra pas savoir. Mais on pense qu'il y a des personnes qui ont été vraiment touchées par l'impact de rupture de stock ou même fermeture des frontières, parce que les médicaments, malheureusement, ne sont pas faits en Afrique, par exemple. Il faut les envoyer des autres pays. Êtes-vous soutenu par les organismes internationaux tels que l'OMS? Vous m'avez un petit peu répondu là. Voilà. Bon, en travaillant à Londres, c'est un peu plus facile. Le système, Oui, il est tellement bien organisé. oui, Nous, on prend tout avec NHS, au fait. Les médicaments sont délivrés livrés, pardon, oui. chez les malades. Donc, il n'y a pas eu de problème de rupture. Mais par rapport à la Guinée, ils sont sponsorisés par OMS ou l'ONU-SIDA. Maintenant, l'impact, Mhm. je ne pourrais pas vous le dire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils décident, parce que ce qu'on ne fait pas bien aussi en Afrique, c'est faire des études, au fait, voir l'impact du VIH sur la condition féminine, voir l'impact du VIH sur l'émancipation des femmes, ou voir l'impact du VIH sur peut-être la santé mentale. Des choses comme ça, c'est ce qui me passionne en santé publique, parce que tu as l'opportunité de faire ces recherches et de venir avec des données et de changer, au fait, le dynamisme du système de Oui, santé. Sans qu'on ne fasse de recherche, on ne peut pas changer grand-chose, parce qu'on ne fait que des présuppositions. Alors que quand on mhm. fait des recherches, on a des informations réelles des personnes qui Réel. sont Mhm, infectées. mhm. Donc, on espère qu'après COVID, une ONG quelque part ou une personne motivée va vraiment étudier cette histoire de l'impact, au fait, de la fermeture des frontières sur les personnes qui étaient dans les zones rurales, qui n'ont pas Mhm. forcément d'hôpitaux à côté, parce qu'on manque des hôpitaux. Je parle toujours du cas de la Guinée, à côté dans certains villages. Donc, il faut faire des kilomètres pour aller chercher ces médicaments. Comment ça a affecté ces personnes? Ça, ce serait une bonne étude. Je pense que si quelqu'un pouvait le prendre, ou OMS ou une autre organisation qui a ces moyens, ça pourra être intéressant pour le gouvernement afin de réorganiser le système de distribution des médicaments pour les personnes infectées par le VIH. Voilà, faire des études beaucoup plus poussées. En tout cas, l'appel est passé, hein? Voilà. Madame Carlo, parlez-nous un petit peu des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce métier. Bon, les difficultés en général, je dirais, c'est comme le domaine de la santé sexuelle, un peu
comme vous savez, c'est tabou. Donc, c'est déjà approché les personnes. On a beaucoup de difficultés parce que dès que je dis VIH, par exemple, dans un milieu, certaines personnes ne vont pas qualifier ça de VIH, ils vont te dire la mauvaise maladie. Donc, ils ne veulent Voilà, ça même pas suscite la mettre peur. de... Ça suscite tout de Voilà, suite justement. la peur. Voilà, c'est cette peur qu'ils ont, c'est cette peur que certaines personnes ont par rapport à la maladie. Il y a aussi parce qu'on ne fait pas trop on n'en parle pas assez. Donc, ça fait que des gens, par exemple, quand je compare le dynamisme en Afrique, même en Afrique, il y a le dynamisme est différent d'un pays à un autre. En Côte d'Ivoire, c'est un peu plus facile de parler de prévention de maladies sexuellement transmissibles qu'en Guinée, par exemple, où on est un peu en arrière des choses. Quand vous partez dans les pays comme l'Afrique du Sud, c'est un peu plus... parce que toutes les familles presque ont été touchées par cette maladie. Donc, c'est un peu plus ouvert. On parle aisément des maladies sexuellement transmissibles. Donc, dans notre communauté, si je reviens à Londres, même ici, dans notre communauté, on a des problèmes pour en parler d'abord. Et encore, on a des problèmes pour convaincre des gens d'aller se faire dépister. On a aussi des problèmes pour envoyer des gens dans les cliniques de santé sexuelle parce que les gens voient la sexualité comme pour des gens qui sont un peu dehors, qui couchent avec tout et tout ce qui bouge. Et on a aussi, je pense, le langage qu'on utilise. Pour parler à ces personnes, des fois, on n'utilise pas, en tant que personnel de la santé publique, on n'utilise pas des bons mots pour parler aux gens. Je m'explique. Quand je pars, par exemple, en Guinée, si je pars dans des zones rurales, je ne vais pas leur parler comme je vous parle maintenant. Parce que déjà, vous vous adaptez. Voilà, je m'adapte au milieu. Et vraiment, le message aussi, je l'adapte. Et je ne vais pas, par exemple, faire devant toute une communauté, je ne vais pas le montrer comment on utilise les préservatifs, par exemple, dans un village. Non, je ne ferai pas ça. Par exemple, moi, personnellement, je ne le ferai pas. Mais ce que je peux faire au fait, c'est les montrer des images des maladies pour les choquer, au fait. Et aussi montrer les conséquences, parler des conséquences quand ils ne sont pas traités, ce que ça amène. Parce que je me suis rendu compte, quand tu vas avec cette approche, parce qu'ils n'ont jamais vu de ces images horribles, par exemple, des gens qui décèdent du VIH. Donc, quand je les montre ça, ils sont un peu choqués et puis veulent savoir un peu plus. Donc, c'est plus facile. Donc, il faut savoir s'adapter. Je pense que des fois, on a un peu des panneaux publicitaires qui pensent que le message, il est clé, il est là parce que c'est dans Conakry ou dans la capitale ou à Nairobi. C'est tout clair comme ça. Il y a 2 préservatifs, 2 couples jeunes qui sont dessus, que ça passe pour tout le monde. Et quand je parle de communication aussi, quand je vous parle, certaines personnes n'écoutent pas quand je parle, mais quand je montre des exemples ou des images, d'autres personnes arrivent à cerner plus facilement. Quand on utilise dans certaines communautés aussi, l'utilisation de théâtre, par exemple, est un moyen, au fait, pour les jeunes d'écouter, les plus petits d'écouter. Donc, il faut savoir s'adapter, je pense. On a des difficultés, mais on trouve toujours des moyens autour pour pallier à ces difficultés, je trouve. D'un pays à un autre, au fait, j'imagine. Très bien. Comment alliez-vous votre vie familiale et la vie professionnelle? Bon, c'est une question un peu, je ne sais pas, complexe pour moi parce que je vis toute seule à Londres, ce qui fait que c'est un peu plus facile pour moi. C'est pour cela que j'ai une vie active, j'ai une vie très active. J'ai quand même 5 casquettes sur ma tête parce que j'ai personne, voilà, j'ai personne avec moi ici. Donc, c'est un peu plus facile pour moi de faire cela. Mais comme je planifie de rentrer en Guinée, évidemment, j'aurai une vie familiale. Ça va être un peu plus
je pense que je pourrais répondre à votre question. Une fois entrée en Guinée, je suis en couple et puis aussi j'ai ma famille, j'ai ma mère et mes frères qui sont autour. Donc, je vais pouvoir peut-être trouver l'équilibre. Pour l'instant, c'est boulot, 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 quoi. En tout Donc, je cas, pas tout, trop… oui, Voilà, oui, tout, c'est une question de planification, hein, de toute façon. voilà, justement. Quels sont vos besoins actuellement? Pour mes besoins pour faire le boulot que je veux faire en Afrique sera par exemple d'avoir des fonds pour commencer parce que ça fait des années que je travaille à fonds personnel. Je me débrouille, je mets de l'argent de côté, je vais sur le terrain, je fais ce que je peux faire. Et aussi, j'ai la chance d'avoir des collègues qui sont passionnés comme moi. Donc, on fait des fois, j'ai eu plusieurs opportunités d'envoyer des collègues pour des échanges de connaissances en Guinée. Donc, ce que je faisais, je me chargeais de l'hébergement un peu, ça les faisait un peu du tourisme et tout. Mais pour ce qu'il me faut maintenant, si je dois dire, c'est être plus organisé, avoir des fonds et puis avoir une structure pour faire le travail, pas le faire de façon bénévole, mais le faire de façon professionnelle, installer quelque chose et être là. Je crois un peu c'est ce qui me motive à aller parce que je vois le besoin et j'ai vraiment envie que les choses changent et je sais qu'on peut le changer avec un peu de communication, travailler avec le gouvernement afin qu'ils puissent Oui. se réorganiser et avoir de meilleures stratégies pour organiser le système sanitaire. Ça ne sert à rien de les critiquer. Je pense des fois, il faut juste les approcher, apporter son expertise et faire de son mieux avec eux afin qu'on puisse travailler ensemble, au fait. C'est ce que je disais. Et surtout avoir une bonne collaboration, hein. Voilà, l'union fait la force. Voilà, justement, parce qu'en Afrique, on a tendance à critiquer le gouvernement. Moi, l'approche que j'ai eue depuis que j'ai commencé à travailler, c'est les approcher parce que j'ai plutôt eu mon expérience en Occident. Donc, je n'espère pas que tout sera satisfaisant ou tout sera parfait. Même ici, c'est pas parfait, on se plaint tous les jours ici. Donc, je n'espère pas que tout soit parfait, mais quand je vais avec eux, je vais avec beaucoup d'humilité. Je l'ai dit, ça, c'est ce que j'ai appris. On peut le faire comme ça, on peut l'adapter à notre contexte. Et en général, j'ai eu des réponses très, très positives et les gens m'ont accompagnée. D'accord. Quel souvenir marquant de votre engagement sanitaire que vous avez gardé? Un souvenir, je ne sais pas, un souvenir qui vous a vraiment marqué. Je pense que j'ai eu plusieurs souvenirs, mais ceux qui m'ont vraiment marqué, je pense, c'est quand je suis partie dans un village en Guinée que j'ai trouvé des centaines de seringues qu'on utilisait, qu'on faisait bouillir et puis qu'on utilisait pour d'autres personnes. Pour moi, ça m'a un peu donné la passion à faire ce que je suis en train de faire maintenant. Je me suis dit, Aïcha, ça, c'est pas normal. Quelqu'un doit dire quelque chose par rapport à cela. Quelqu'un doit faire quelque chose par rapport à cela. Donc, c'est ce qui m'a motivé au fait à utiliser, à aller jusqu'au point d'utiliser mes fonds personnels pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Et c'est ce qui me motive tous les jours. C'est aussi un souvenir que j'ai eu avec une femme qui était infectée avec le VIH. Là où elle se trouvait, au fait, il n'y avait pas de médicaments, il y avait rupture de stock. Donc, elle a dû donner naissance et elle a dû alimenter ou allaiter plutôt son enfant tout en sachant qu'il y avait un risque plus de 80% de passer le VIH à l'enfant. Malheureusement, l'enfant est devenu positif. Ça m'a vraiment marqué je crois pendant des mois, j'en pleurais parce que je suis dans un pays où les femmes enceintes ne passent pas le VIH à leurs enfants. Donc, pour moi, c'est ce qui me donne la motivation que j'ai au fait. Je me dis, personne ne mérite d'être né avec le VIH en 2020.
Donc, c'est un peu ça. Ce sont des souvenirs, peut-être les gens vont penser, ce sont des souvenirs douloureux. Il y a beaucoup de souvenirs qui vont vous faire rire, qui sont Oui, positifs, mais ceux qui me motivent, moi, au fait, à me oui. lever chaque jour, à avoir cette force à travailler plus de 10 heures par jour sur mes projets, ce sont ces deux souvenirs parce que ça m'a complètement changé en tant qu'humain. Au fait, ça m'a fait comprendre au fait que j'avais des privilèges et j'étais en position de privilège et j'avais un devoir envers ceux qui étaient moins privilégiés. Merci, Madame Callot. Merci d'avoir partagé ces souvenirs marquants. Un message, est-ce que vous avez un message particulier aux personnes à donner ou alors aux personnes qui nous écoutent sur la Bon, RPC? le message que je vais lancer à tout le monde, le VIH, ce n'est pas une maladie fatale. Ou vivre avec le VIH ou avoir ou être diagnostiqué avec le VIH, ce n'est pas une maladie fatale. Elle devient fatale quand on ne sait pas qu'on vit avec. Donc, le plus tôt, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, c'est aller se faire dépister. Parce que quand tu es sur médicaments, il arrive à un moment où le taux d'infectivité est très bas. Donc, tu ne passes pas la maladie à une autre personne. Il sera pour moi, en 2020, ça sera je ne pourrais pas comprendre si une personne refusait d'aller se faire dépister de peur de mourir. C'est plutôt quand tu ne te fais pas dépister que tu vas mourir. Donc, le message qu'on doit lancer au fait aux personnes, dépistage, c'est la clé au fait, contre cette maladie. Parce que si on a les personnes infectées, ce qu'on fait, on les met sur traitement. Ces personnes, une fois sur traitement, ne passent plus le VIH à d'autres personnes. Donc, c'est ce qu'on fait. Dépister, mettre les personnes sur traitement. Donc, les gens qui ne sont pas infectés sont en sécurité et les gens qui sont infectés déjà ont une vie plus épanouie et vivent une vie plus longue. Et il y a les personnes qui vivent avec le VIH, surtout les femmes ou les hommes qui vivent avec le VIH. Vous pouvez vivre avec d'autres personnes qui ne sont pas infectées. Mais la condition est que vous soyez sur traitement et que le virus, il est maîtrisé au point que vous ne pouvez plus le passer à une autre personne. Donc, vous pouvez avoir des enfants, comme toute femme, vous pouvez avoir une vie sexuelle épanouie comme tout être humain, mais il faut se faire dépister. C'est le message que j'ai aujourd'hui. Et j'invite les membres du gouvernement, s'ils nous écoutent, à aussi mettre le paquet parce que l'ONU-SIDA, selon leur rêve ou leur monde idéal, c'est qu'on soit au point que tout le monde, au moins 90% des personnes qui sont infectées soient au courant, qui sont infectées et qui soient sur traitement. Donc, pour que cela se fasse, il faut faire les tests de dépistage. Voilà, c'est seulement ça le message de ce soir. Ah ben, il faut faire un test de dépistage. Il faut se faire dépister. La prévention avant tout. Voilà. Et ce n'est pas une fatalité. Une fois que vous avez le VIH, tout ce que vous avez à faire, je vais vous donner votre... voilà, c'est prendre vos médicaments. Oui. C'est prendre vos médicaments. Prendre vos médicaments. Je vais vous demander votre dernier mot, Madame Callot. Merci beaucoup, Alice, pour m'avoir invitée. Surtout, la santé sexuelle, c'est une passion pour moi. C'est vraiment c'est quelque chose dont je peux parler toute une journée. C'est une vraie passion. Donc, m'avoir donné le privilège de parler de cette spécialité de la santé publique et je suis honorée. Merci. Et j'espère que les gens qui nous ont écoutés ce soir vont au moins avoir le réflexe d'aller informer d'autres personnes, d'encourager d'autres personnes autour d'eux afin que le dépistage soit juste aussi normal que respirer, en fait, que ce soit un acte normal. Merci beaucoup, Lise.